Donc, je vois une enseignante de première année aussi. Super, merci de nous mentionner. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue aux Instituts en continu du Centre Franco. Ça me fait très plaisir. Mon nom, c'est Louis Hull et je suis le coordonnateur des Instituts. Ça me fait très plaisir ce soir de vous souhaiter la bienvenue à la formation qui a comme thème ou comme titre « Se salir les mains, une aventure en STIAM » avec nul autre que Dominique Tremblay. Alors, et voilà, directement de son gymnase. Alors, eh bien, j'espère que vous allez avoir une bonne soirée et c'est à toi, Dominique. Parfait. Bien, merci beaucoup, Louis. Ça me fait plaisir de me joindre à vous aujourd'hui pour cette aventure en STIAM. Pour ceux qui ne sont pas au courant, les instituts en continu, ce sont des ateliers qu'on offre tout au long de l'année. Donc, il en reste d'autres. N'hésitez pas à en parler à vos collègues. Ceux qui ont déjà participé aux ateliers, vous savez que l'objectif, c'est d'aller voir où on peut faire des sciences dans la vraie vie, autour de nous. On a beaucoup aussi tiré profit du domicile, hein, parce qu'on a certains élèves qui apprennent encore à domicile. On a eu la pandémie, donc on a mélangé le domicile et le scolaire. Donc, à date, là, on est allé au bord de l'eau, on est allé dans une salle de conciergerie, on est allé dans un garage, on a fait de la cuisine. Donc, on a vraiment exploré différents endroits. Et aujourd'hui, vous le voyez, on regarde comment est-ce qu'on peut faire des sciences dans le gymnase. Donc, merci à ceux qui prennent le temps de nous indiquer à quel niveau, parce qu'évidemment, moi, j'ai des idées, mais j'adapte les idées en fonction des niveaux qui vont apparaître dans la zone de clavardage. Donc, à date, j'ai vu des enseignants au préparatoire, j'ai vu des enseignants en première, deuxième année qui ont mentionné enseignantes et enseignants. Donc, continuez à m'indiquer ça. Aussi, juste avant qu'on commence plus formellement, il y a le formulaire de présence. J'ai mis le lien dans le chat. Je suis certain que notre bon ami Louis va répéter le lien aussi dans le chat, le recopier-coller. Donc, ça prend quelques secondes. Je vais vous laisser le temps de faire ça pendant que je prépare la présentation PowerPoint qui va apparaître à l'écran. Comme ça, on sait qui est ici et qui a participé à l'atelier. Et là, vous devriez voir la présentation qui apparaît. Donc, je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, en théorie, l'objectif, c'était d'être vraiment dans un gymnase parce qu'à date, on a réussi là, pas mal à être dans des endroits où on explorait. Donc, on était vraiment dans un garage lors du dernier atelier. Sauf que là, ici, avec la situation de la COVID, le changement d'horaire, aussi habituellement, nos ateliers étaient aux alentours de 16h, 16h30. Là, on les a mis un peu plus tard en soirée pour donner la chance aux enseignantes et enseignants de retourner à la maison, peut-être prendre un bon souper avec la famille avant de faire l'atelier. Donc, c'était plus difficile pour moi d'avoir accès au gymnase d'une école de façon légale. Donc, c'est pour ça qu'on va travailler un petit peu. Ici, là, je suis devant un écran vert pour simuler que je suis dans un gymnase et j'ai apporté du matériel du gymnase, des ballons, des raquettes, des choses comme ça pour qu'on puisse vraiment vivre des expériences, que ce soit très visuel et que vous puissiez comprendre les activités. Donc, là, vous voyez ici à l'écran le fameux formulaire de présence. Si ce n'est pas encore rempli, là, il vous reste du temps. Louis va vous mettre ça. Et moi, je me présente, je suis Dominique Tremblay, un consultant en éducation, un fou des sciences. J'ai toujours aimé les sciences depuis un très jeune âge. J'ai commencé mes projets d'Expo Sciences quand j'étais en 7e année. Et là, ça fait plus qu'un quart de siècle que je participe à l'Expo Sciences pan-canadienne à différents titres. Je continue d'y aller chaque année. J'adore faire des sciences qui sont réelles. D'ailleurs, si vous avez des élèves qui sont intéressés à faire des projets d'Expo Sciences ou des projets STEAM, les choses qu'on discute, là, ça peut faire de très, très beaux projets parce qu'on vient chercher les intérêts des élèves. On vient chercher des sciences où ce qu'ils voient le lien avec leur vraie vie. Donc, si on regarde un petit peu notre horaire pour l'atelier et surtout nos objectifs d'apprentissage pour cet atelier-là, on va comprendre la problématique de faire des sciences juste dans un laboratoire ou une salle des sciences. Hein, souvent, à l'école élémentaire, on parle de salle des sciences et au secondaire, on parle de laboratoire. Il y a un problème à dire que je fais des sciences au laboratoire. Si on a eu un atelier cet été, si vous n'y avez pas participé, je vous invite à le réécouter, mais on va en faire un résumé là, dans les 10 prochaines minutes avant de se lancer dans les activités dans le gymnase.
On va aussi parler des habiletés du processus de la démarche scientifique. Comment est-ce que nos élèves peuvent, dès un jeune âge, parce que je réalise qu'on a des enseignants au cycle préparatoire et au cycle primaire, là, dès un jeune âge, commencer à avoir une pensée scientifique, comprendre les habiletés qui sont nécessaires pour faire des bonnes expériences. Oui, on apprend par l'observation, mais aussi il y a certaines choses qu'on peut faire pour déjà développer cette pensée scientifique-là chez les enfants. On va évidemment regarder comment est-ce qu'on peut utiliser le contexte du gymnase. Hein. La grosse partie de notre atelier, ça va être de vivre des activités, regarder le matériel qui est dans le gymnase et se questionner sur les activités et les expériences que nos élèves peuvent faire. Je ne vous cacherai pas qu'on va faire des liens avec le curriculum. Ça ne servira à rien de vous présenter tout ça s'il n'y a absolument aucun lien avec les programmes cadres. Et aussi, plus important, le but de la scolarisation, ce n'est pas seulement faire apprendre des concepts à nos élèves, mais c'est d'en faire des adultes qui vont pouvoir mieux fonctionner dans notre société. Et ça, on appelle ce concept-là la littératie scientifique. Hein, un peu comme on parle de numératie, on parle de littératie alimentaire, de littératie financière. Hein, ce sont les habiletés qui sont nécessaires pour être un citoyen qui fonctionne bien dans notre société. Bien, on a évidemment des habiletés en littératie scientifique pour être capable de prendre des décisions éclairées en tant qu'humain, en tant que membre d'une société, en tant que personne qui a besoin de vivre dans un domicile, qui va peut-être avoir une voiture ou une bicyclette ou qui va devoir faire des choix médicaux. Hein? Donc, toutes ces choses-là, être capable d'avoir cette compréhension-là des concepts de science pour être un citoyen qui fonctionne bien en société. Je fais un court rappel des messages de l'atelier de cet été. Puis, je serais curieux de savoir dans le chat, là, qui sont des nouveaux ce soir et qui ont fait tous les ateliers, ou peut-être me mentionner les ateliers que vous avez faits. Est-ce que vous avez fait l'atelier d'intro cet été? Est-ce que vous avez été avec nous au bord de l'eau, dans le garage? Est-ce que vous avez été avec nous dans la conciergerie? Hein, donc, faites-nous un petit... peut-être nous parler un petit peu dans le chat de ce que vous avez déjà fait comme atelier. Puis pendant ce temps-là, moi, je vais vous présenter on prend à peu près 5 à 10 minutes là-dessus, là, les grands messages que j'ai présentés cet été dans l'atelier d'introduction. Donc, première chose, on veut éviter les stéréotypes anciens. Et quand on parle de science, souvent, on parle du monsieur avec un sarrau. Tu sais, le savant fou, les cheveux fous, la barbe ou la moustache, les cheveux blancs, très âgé. Ça ne correspond pas à nos jeunes. Nos jeunes, il n'y a pas aucun de nos jeunes qui ressemble à ça. Et souvent, ils ont l'impression que pour être un scientifique, il faut ressembler à ça. C'est drôle parce que récemment, si je regarde avec ce qui se passe autour de nous, à la télévision, ils font venir des experts et des expertes, puis j'entendais des membres de ma famille dire « Ah, mais lui, il ne doit pas vraiment être un vrai scientifique parce qu'il n'y avait pas le look du scientifique. » Pourtant, ces gens-là ont des maîtrises, ont des doctorats dans les domaines, leur domaine d'expertise. Donc, ce sont des scientifiques dans ces domaines-là, mais ils n'ont pas le look traditionnel. Fait que moi, ce que je vous suggère, puis ça, je le vois souvent, parce que c'est facile, dans les librairies de clip arts qu'on va chercher dans nos documents, c'est souvent, si tu cherches science, puis c'est ça qui apparaît, je vous suggère d'éviter de placer ces stéréotypes-là. Et si vous regardez, ça, c'est nos jeunes. C'est nos jeunes qu'on retrouve dans nos écoles élémentaires, nos écoles secondaires. On en a de tout âge, hein, de toute origine, de tout genre. Ils ne se reconnaissent pas. Hein. Ils ne se reconnaissent pas dans le look du scientifique nerd qu'on voit là, dans la littérature populaire, dans la télévision, sur Internet. Donc, on se débarrasse du stéréotype. On veut que l'élève puisse se reconnaître comme scientifique. Ça fait que si vous utilisez des photos, utilisez des photos de jeunes qui sont en train d'explorer, qui sont en train de regarder, d'entendre, de prendre des mesures, hein, des jeunes en action. S'il vous plaît, utilisez ces images-là pour représenter les sciences dans vos écoles. C'est un gros shift, mais les élèves vont pouvoir se reconnaître en tant que scientifiques. Ça, c'est super important. N'ayez pas peur aussi de les appeler des scientifiques, ces jeunes-là. Hein, parce qu'ils apprennent comme des scientifiques, ils expérimentent. Ils ne sont pas juste des élèves de sciences, ils sont des jeunes scientifiques. Ils apprennent les sciences comme des vrais jeunes scientifiques.
L'autre chose aussi que je vais amener, c'est le concept du laboratoire. Selon moi, le laboratoire, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, est un endroit trop hermétique. Hein, si on prend par définition un laboratoire, là, c'est un endroit où il y a des outils, des équipements spécialisés pour explorer les sciences. Puis si vous avez fait les ateliers cet été, on parlait beaucoup de la différence entre le laboratoire et aller dans le champ, dans le field, hein, à l'extérieur, sur les lieux. Puis souvent, les vrais scientifiques, quand je parle des vrais scientifiques, là, les scientifiques qui ont fini leur formation universitaire, vont aller chercher des échantillons dans le champ, dans la nature, dans la vraie vie, vont les ramener au laboratoire pour les analyser. Mais avec l'apparition des tablettes, des téléphones cellulaires, de la miniaturisation, l'équipement hyper spécialisé est rendu maintenant portable, ce qui permet aux scientifiques d'aller explorer les sciences dans le champ, dans les vrais endroits. Et c'est ce qu'on veut faire avec nos élèves. Et évidemment, je réalise qu'il y a des enseignants qui travaillent avec des élèves plus jeunes. Aujourd'hui, je vais présenter autant des activités qui visent les plus jeunes que des activités qui visent les enfants plus vieux. Et les enfants plus vieux, ils ont la chance maintenant d'avoir plusieurs des choses qu'ils ont besoin sur ces petits appareils-là qui se trouvent dans leur poche. Donc, si vous enseignez au secondaire, pourquoi ne pas tirer profit de ces appareils-là que les élèves ont déjà dans leur poche et qu'ils utiliseraient de toute façon pour regarder des TikTok ou afficher des photos sur Instagram? Pourquoi ne pas utiliser ces appareils-là pour aller chercher des données, des concepts scientifiques? Et même pour les enseignants et enseignantes qui enseignent aux plus jeunes, souvent, les élèves n'en auront pas, et souvent, l'enseignante ou l'enseignant en a un dans ses poches. Et il y a plusieurs écoles qui ont des iPads aussi ou des tablettes Android. Pourquoi ne pas en tirer profit? Et on va regarder aujourd'hui quelques idées, pas juste ça, parce que je veux qu'on fasse avec technologie et sans technologie, mais on va aller voir quelques idées où on pourrait utiliser la technologie pour nous permettre d'aller plus loin dans nos observations. Donc, pas besoin d'avoir un laboratoire très compliqué, on peut faire ça dans des endroits un peu moins hermétiques. Et je vous invite à m'inscrire, puis là, je vais aller voir dans le chat. Vous m'avez dit là, si vous avez participé à d'autres ateliers dans le passé, mais je serais curieux de savoir, OK, éducatrice nouvellement inscrite, bienvenue, ça me fait plaisir. Il y en a, Juliane a fait toutes les sessions, excellent, parfait. Il y en a qui n'ont pas participé aux précédentes, mais qui veulent voir les capsules enregistrées, excellent, super, merci beaucoup. J'en ai nommé quelques-uns qu'on a fait ensemble. Le bord de l'eau, le garage, la conciergerie à l'école et ce soir, le gymnase. J'aimerais ça que vous pensiez à peut-être d'autres endroits où on peut faire des sciences. Ceux qui ont déjà fait mes ateliers, vous connaissez plusieurs autres endroits où on peut faire des sciences à l'extérieur du laboratoire. Des endroits qui nous permettent de faire des vraies sciences. Je vous invite à les énumérer dans la zone de clavardage, des endroits, j'aimerais ça voir une rafale d'endroits où on peut faire des sciences qui ne sont pas juste la salle de sciences, la salle de classe ou le laboratoire. Des endroits super hot. Donc, il y en a qui ont mentionné la structure de jeu, la salle à dîner ou la cafétéria de l'école. Super. La cour d'école, super bel endroit. Le jardin devant l'école, excellent. Bel endroit pour faire des vraies sciences avec nos élèves. À l'extérieur, dans la cour, excellent. Donc, plusieurs beaux endroits où on peut faire des vraies sciences. La cuisine, excellent. Puis la cuisine, c'en est un que je dois avouer que j'ai utilisé énormément pendant la pandémie parce que c'était difficile, surtout quand on était en confinement où les enfants devaient absolument rester à la maison. Là. Dans la plupart des cas, là, moi, j'interviens auprès des enfants à distance comme je fais ce soir, mais les enfants sont quand même dans une salle de classe. Mais quand on était à la maison, la cuisine est devenue un peu comme mon sauveur parce que c'est un endroit où pratiquement tous les domiciles ont une cuisine. Du plus petit appartement jusqu'à la grande mansion, il y a une cuisine. Elle n'a pas besoin d'être super équipée, mais il y a une cuisine
avec au moins un réfrigérateur, un élément chauffant et quelques ingrédients. Fait que c'est devenu un bel endroit pour l'apprentissage à domicile. Il y en a qui mentionnent la salle de musique et la salle d'art. Vous avez tout à fait raison. Le bureau du directeur. Je suis certain qu'il y a des... J'ai jamais pensé, mais il y a des choses qu'on peut faire à cet endroit-là. Donc, ce soir, notre laboratoire pour la soirée, c'est le gymnase. Et le prochain, évidemment, j'espère que la neige va fondre d'ici là. Louis me dit, hey, t'es pas mal tôt dans la saison pour faire un atelier sur le jardin. Mais notre prochain, ça va être sur le jardin. Puis Louis, tu peux peut-être me rappeler la date, je ne l'ai pas directement en tête en ce moment, là, mais ça serait bon que les gens puissent la mettre à leur calendrier et aussi parlez-en à vos collègues, parce que ça va être le fun. Tu sais, quand je dis se salir les mains, ce soir, je me salirai moins les mains avec un ballon, mais quand on va travailler dans le jardin, on va avoir le plaisir de se salir les mains. Je vois que mon bon ami Louis est en train de chercher la date du prochain atelier, puis il va vous dire ça. Et oui, alors Dominique, je vais mettre ça dans la boîte de clavardage et je vous dis tout de suite que moi, aujourd'hui, j'ai reçu mes semences pour mon jardin, alors je suis très content. Voilà. Parce que le jardin commence aussi un petit peu à l'intérieur pour les semis avant de transférer ça à l'extérieur. Ça se peut qu'une partie de notre atelier soit aussi sur les semis, mais il n'a pas encore été mis en terre dans le jardin à ce moment-là. C'est certain. J'habite aussi à deux endroits, hein, au Québec et en Ontario. Donc, j'ai l'impression qu'on va utiliser le jardin ontarien parce qu'il fait un petit peu plus chaud dans le jardin ontarien que le jardin québécois pour cet atelier-là. Donc, pourquoi est-ce qu'on choisit le gymnase? Pourquoi c'est un bel endroit? Bien, premièrement, il est accessible dans toutes les écoles. C'est ce que j'aimais aussi avec la conciergerie. Il y a une conciergerie dans toutes les écoles. Il y a un gymnase dans toutes les écoles. Je ne sais pas si vous avez vu un peu, j'ai fait une alternance. Je suis allé avec quelque chose qui est plus à domicile, quelque chose qui est plus à l'école. Quelque chose qui est plus à domicile, école. Tu sais, je suis allé le bord de l'eau, c'est moins accessible dépendant de l'école, là. Ensuite, on est allé dans la conciergerie. Ensuite, on est allé dans le garage, qui est un peu plus à domicile. Là, on s'en vient dans le gymnase, qui est dans toutes les écoles. Je pense que je n'ai pas encore rencontré une école qui n'a pas vraiment un gymnase ou une salle polyvalente là, avec des équipements comme des ballons, des paniers de basket, ce genre de choses-là. Donc, c'est dans toutes les écoles. Notre prochain, le jardin, bien, ça, c'est un peu école et domicile parce qu'il y a plusieurs écoles qui commencent à inclure des jardins dans la cour. J'adore ça. Ici, on a aussi des apprentissages qui vont être utiles à l'élève dans sa vie d'adulte. On s'attend à ce que l'élève continue à avoir un mode de vie sain et un mode de vie actif. Donc, de comprendre la science derrière tout ce qu'on fait dans le gymnase, c'est des habiletés que ce n'est pas juste apprendre des sciences pour ce qui est dans le manuel scolaire ou dans le livre. Ça va être utile pour que l'élève continue à avoir un mode de vie sain. Ça permet d'explorer les métiers aussi, parce que ça se peut qu'il y ait des élèves qui veulent s'en aller en kinésiologie ou qui veulent devenir des entraîneurs, qui veulent s'en aller dans le domaine de la santé. Donc, le fait de faire des activités dans le gymnase, ça permet aussi d'explorer les carrières. Et on sait que c'est une priorité gouvernementale du ministère de l'Éducation ces temps-ci, les métiers, les professions, les carrières. Donc, dès un jeune âge, tu sais, il n'y a rien de mal à avoir des invités qui vont venir présenter un peu leur travail aux élèves pour commencer à leur donner le goût. Au niveau des domaines, je ne vous cacherai pas que les domaines les plus visés par ce qu'on va faire, ça peut vous aider dans votre planification à long terme. Peut-être pas pour cette année parce qu'elle est terminée. Là. Écoute, on est rendu, mois de février, mi-février. Votre planification à long terme est probablement déjà faite depuis le début de l'année. Mais ça va vous permettre de penser à votre planification à long terme l'an prochain. Le gymnase présente surtout des concepts en système vivant, parce que veut pas, on est des humains, on est des êtres vivants, et beaucoup en structure et mécanisme. Il y a beaucoup de structure dans un gymnase et il y a beaucoup de mouvement. Et le mouvement, c'est un concept, là, et l'énergie, ce sont des concepts que l'on revoit à plusieurs années dans le domaine de structure et mécanisme. Maintenant, il y a un petit peu de matière et énergie, mais si vous voulez vraiment les laboratoires les plus parfaits pour matière et énergie, c'est là que la cuisine et le garage ont un peu plus leur raison d'être. Il y a certains labs qui nous présentent plus
certains domaines. Je ne vous cacherai pas que dans le jardin, on va aller chercher évidemment les systèmes vivants la prochaine fois, mais on va aussi aller chercher beaucoup sciences de la Terre et de l'espace. Pas beaucoup l'espace, mais plus la Terre. N'oubliez pas d'être inclusif aussi. Si vous avez des élèves qui ont des handicaps ou qui ont des difficultés, il faut s'assurer d'être inclusif dans la façon dont ils vont pouvoir faire les activités, donc adapter les activités pour ces élèves-là, pour pas qu'il y ait des élèves qui se sentent là, ah, moi, je n'ai pas la force de faire cette expérience-là, je n'ai pas la force physique. Donc, il y a toujours des façons d'adapter les activités, puis je vais vous en parler tout au long. On a une occasion unique aussi. Si vous voulez déjà essayer ces activités-là dès demain, mais présentement, c'est les Jeux olympiques. Puis juste à écouter, et je sais, je dois avouer qu'il y a une polémique là, politique au niveau des Jeux olympiques en raison de l'endroit où ça a lieu en ce moment. Mais si on oublie ça, surtout si vous enseignez à l'intermédiaire et au secondaire, d'écouter les Jeux olympiques, là, il y a des concepts scientifiques super intéressants. J'écoutais hier le surf des neiges avec le halfpipe, puis il nous parlait justement de l'importance du soleil versus de l'ombre et comment ça allait affecter la vitesse et la structure de la neige et de la glace pour les surfeurs des neiges. Donc, d'entendre ces choses-là et de voir que, hey, même des athlètes comme ça doivent continuellement penser en termes de science dans le cadre de leur sport, de leur discipline, je pense que c'est extraordinaire. Ça arrive juste à chaque 2 ans qu'on a accès aux Jeux olympiques, mais je pense que c'est une belle façon. Je sais qu'il y a bien des profs qui aiment intégrer les Jeux olympiques dans leur planification, donc on a une occasion qui a lieu en ce moment. Je m'en voudrais, avant de commencer les activités, je dois vous parler de sécurité. Si j'en parle pas, c'est un problème. Évidemment, le gymnase, étant donné que ça se retrouve dans une école, est déjà un peu plus sécuritaire que le garage la dernière fois, ou que même la cuisine, où il peut y avoir des objets coûtants et des choses comme ça. Mais il y a quand même certaines règles de sécurité à respecter. On ne veut pas aller au-delà des capacités physiques des élèves. On veut s'assurer de la sécurité aussi physique des élèves lorsqu'ils vont, par exemple, lancer des ballons, frapper des balles, ce genre de choses-là. Et ma suggestion, si vous n'êtes pas une enseignante ou un enseignant d'éducation physique, c'est d'en parler avec vos collègues en éducation physique. Et je vous invite même à encourager l'enseignant d'éducation physique ou l'enseignante d'éducation physique à se joindre aux activités. Comme ça, on peut faire des activités communes, sciences et éducation physique en même temps, tout en ayant quelqu'un qui est qualifié dans le domaine de l'activité physique. Et si vous avez l'apprentissage à domicile, s'assurer aussi d'avoir le support des parents et s'assurer que les parents assurent une supervision des enfants lorsqu'ils sont en train de jouer avec le matériel d'éducation physique à la maison pour faire les activités. Parlant de matériel d'éducation physique, je vais prendre une pause parce que je veux vous faire participer. J'en ai un petit peu ici sur ma table en ce moment. Vous en voyez un petit peu là sur la table que j'ai ici. Je vous invite à penser, selon vous, quels seraient les équipements qui se retrouvent dans un gymnase qui seraient super utiles pour faire des expériences scientifiques. Je vous invite à aller dans la zone de chat. Je vais me taire pendant un instant et commencer à penser quels équipements. Vous avez peut-être ici déjà là, un indice. J'ai un ballon de basket, c'en est un. Mais pouvez-vous penser à d'autres équipements qui se retrouvent dans les gymnases d'écoles élémentaires ou secondaires qui seraient utiles pour faire des expériences scientifiques? Parce que dans la prochaine heure, là, ça fait à peu près une demi-heure qu'on est ensemble, dans la prochaine heure, on va vraiment jaser d'expériences à faire avec les enfants. Donc, je vous invite à écrire, je me tais. Donc, déjà là, on vient juste de commencer et je vois déjà des bonnes idées. Il y en a qui me parlent des cônes. Il y en a qui me parlent des planches à roulettes. Pas nécessairement juste les skateboards, là, mais les genres de petites planches à roulettes qu'on retrouve dans les classes à l'élémentaire.
dans les gymnases. Il y en a qui parlent des matelas. Il y en a qui parlent des cerceaux. Hein? Donc, j'en ai apporté un cerceau ici aujourd'hui. Donc, les cerceaux qui sont super utiles dans un gymnase et qui sont super pour faire des expériences scientifiques. D'ailleurs, je dois vous avouer que le gymnase et la cuisine sont probablement les deux endroits où c'est le plus facile de trouver de l'inspiration en ligne. Moi, je vais essayer de vous donner de l'inspiration pendant la prochaine heure, là, puis là, je vous vois participer, puis j'adore ça. Mais faites juste chercher, genre, Physical Activity Science Fair Ideas. Il y a des milliers d'idées de projets d'expo sciences qui peuvent être faites avec l'activité physique. Il y en a tellement. Je trouve qu'il y a beaucoup de ressources. Si vous êtes capable de comprendre l'anglais, il y en a encore plus, mais il y en a beaucoup en français aussi. Vous cherchez éducation physique, idées de projets d'expo sciences, idées d'expérience, activité physique. Faites un peu de recherche, là, vous allez en voir énormément. Juste l'autre jour, je regardais le cerceau, puis j'ai cherché là, la science du hula-hoop. Et j'ai trouvé plein d'idées, d'activités, d'expériences scientifiques qui peuvent être faites avec un cerceau que l'on retrouve tout dans nos écoles. Très peu dispendieux aussi. Ça permet d'aller chercher là, des concepts comme la stabilité, le mouvement, les structures, ce genre de choses-là. Il y en a qui parlent des filets, oui, les ballons. Il y en a qui ont mentionné les espadrilles. Je pense qu'il y en a qui avaient déjà vu ma PowerPoint avant qu'on commence. C'est pas vrai, là, mais vraiment, je suis pas mal impressionné d'aller voir tout ce que vous sortez. Les sacs de fèves aussi, excellent. Les mini-cerceaux pour les mains, super. Vous êtes vraiment allé chercher. Oh, les quilles aussi. Hey, c'en est même un que je n'ai même pas inclus dans la PowerPoint, les quilles. Mais vous avez raison, c'est des belles structures qui ont une forme qui leur permet de rester debout, mais qui peuvent facilement tomber. Super, super, super. Vous êtes très, très bien parti. Je reprends ici la PowerPoint. Je pense que je n'ai pas partagé la bonne chose. Ça ne sera pas bien long. Et on va continuer. Merci encore une fois pour votre participation active. Toujours plus intéressant quand on est à distance d'avoir des gens qui nous envoient des idées plutôt que d'être pris pour parler tout seul. Donc, quand je parle de sécurité aussi, il y en a qui l'ont mentionné, les fameux matelas dans les gymnases, c'est un peu nos sauveurs. Ça protège beaucoup les élèves. Il existe aussi des casques qui se retrouvent. Donc, vous savez quelque chose, une expérience où il pourrait y avoir un danger au niveau des collisions avec la tête. C'est toujours préférable d'utiliser les casques. Et dans certains cas aussi, comme par exemple dans le cas du badminton, où on a quand même un volant là, qui a un morceau de caoutchouc très petit. Il y a plusieurs conseils scolaires qui demandent le port des lunettes de sécurité ou même chose avec le hockey dans le gymnase. Là. Il y en a plusieurs qui recommandent l'utilisation des lunettes. Donc, je vous invite à encourager les enfants à porter l'équipement de sécurité puis à en jaser aussi. Ça peut même devenir une activité scientifique de discuter des équipements de sécurité. Pourquoi est-ce qu'un matelas va te protéger lors d'une chute? Comment est-ce que la mousse va absorber l'énergie lors d'une chute? Donc, si on regarde ce que vous venez de me dire, vous venez de me parler de cordes à danser, vous m'avez parlé de cerceaux, vous m'avez parlé des petits roulis roulants, vous m'avez parlé des balles, des quilles, des choses comme ça. J'aimerais qu'on pousse la réflexion un peu plus loin et je vais vous inviter encore une fois à participer dans le chat. Ce n'est pas juste moi aujourd'hui. J'ai des idées, mais je veux avoir votre participation active. Pouvez-vous penser à certains concepts de science qui sont rattachés à certains des éléments que vous me dites? Je vous donne un exemple. La quille, moi, je parlerais du centre de gravité et de la stabilité, hein, avec la quille. Ça serait un exemple. Donc, je vous invite à aller dans le chat et de m'indiquer un outil que l'on retrouve dans le gymnase et le concept de science qui s'y rattache. Et si vous n'êtes pas certain de la terminologie, c'est correct aussi. Hein, vous pouvez nous l'expliquer. Donc, on pourrait dire la quille, puis le concept, c'est est-ce qu'elle va rester debout ou est-ce qu'elle va tomber? Je vais vous aider, si c'est nécessaire, à amener la terminologie scientifique. Donc, je vous invite à aller dans le chat, mettre vos idées, les concepts scientifiques qui sont rattachés aux équipements que vous venez de me mentionner. Donc, je vois déjà des réponses, super. Il y en a plusieurs qui parlent des concepts d'énergie. Il y en a qui parlent des concepts de vitesse. Vous avez tout à fait raison.
Oh, il y en a qui parlent de ma structure de barre dans mon gymnase virtuel. Tout à fait. Donc, lorsqu'on parle des structures, hein, c'est un des domaines. Donc, dans certains gymnases, puis il y a plusieurs endroits où c'est rendu non permis, ces structures-là là, pour grimper. Mais oui, ces structures-là ce sont des structures à charpente. Hein? Ce ne sont pas des structures à coque, ce ne sont pas des structures pleines, ce sont des structures à charpente. Donc, ça, c'est des concepts aussi qu'on peut amener à nos élèves lorsqu'on est en train de jaser des concepts. Donc, les cordes à sauter, l'équilibre, vous avez 100% raison. Et juste une première expérience que je vous suggère avec les élèves, là, quand on parle du centre de gravité, c'est toute l'idée des combats de sumo. Là, je ne vous dis pas de faire des combats où les élèves vont se battre, là, mais juste l'idée d'être sur des matelas et de vivre l'idée d'être debout comme ça avec les jambes très, très rapprochées et l'idée de s'abaisser et d'écarter les jambes. Dans quel cas est-ce que je suis le plus stable? Et ça, c'est tout le concept de centre de gravité. Et les combats de sumo, on voit que les gens qui participent au combat de sumo vont vraiment abaisser leur centre de gravité. Les joueurs de football aussi, ils ne resteront pas sur deux pieds comme ça, là, avec une base très, très mince, parce qu'on est beaucoup moins stable. Notre centre de gravité est beaucoup trop haut. Donc, déjà là, c'est une discussion qu'on peut avoir avec les élèves et le faire tester. Tu sais, sans avoir des combats, tu sais, juste essayer de se pousser sur des matelas, évidemment, pour assurer la sécurité des élèves et de voir dans quelle situation ça va être le plus facile de rester debout. On parle aussi de lancer et d'attraper des constructions de structures avec les cerceaux. Super, vous en sortez des idées. J'aime ça. Donc, vous voyez que peu importe le niveau scolaire, on vient chercher beaucoup de concepts. Et je vais vous dire, une des raisons que j'ai commencé les sciences et les maths dans le gymnase, il y a quelques années, j'accompagnais une école. Et c'était une classe de 10e année. Et les profs de maths sciences m'ont dit, les élèves détestent les maths sciences, ils n'aiment pas ça. Puis on m'a demandé d'intervenir auprès de cette classe-là. Moi, j'ai demandé à la direction d'école quels sont les sujets que ces enfants-là adorent. Puis il me dit, ils sont toujours en train de jouer au basketball. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré dans la classe pendant leur période de maths et de sciences. Et j'ai dit, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va au gymnase. Puis là, ils ne comprenaient pas. On s'en va au gymnase, mais c'est le cours de sciences aujourd'hui. Et déjà là, on est allé dans le gymnase et on a lancé des ballons et on a observé le mouvement des paraboles. Donc, le mouvement des paraboles, c'est un concept qu'on retrouve dans le cours de mathématiques 10e année en ce moment. Et on l'a vraiment fait avec des ballons. Donc, au lieu de le faire juste dans un manuel, les élèves ont eu la chance de le faire avec un ballon, puis on va y revenir à cette activité-là. Comme je vous dis, j'aime ça vous présenter des exemples pour les plus jeunes, des exemples pour les plus vieux. Donc, encore une fois, on vient chercher ici un concept du curriculum tout en allant chercher quelque chose de réel. Un autre endroit aussi où on a structure et mécanisme, c'est tout le concept du système musculo-squelettique. Donc, j'ai mis ici des images à l'écran de ce système-là. Donc, notre corps est composé d'os et notre corps est composé aussi de muscles. Donc, je vous invite à penser au concept de structure et mécanisme, parce qu'on a souvent tendance à parler du corps humain, comme penser en 5e année. On parle du corps humain dans le domaine de système vivant. J'aimerais que vous me parliez, en passant au corps humain, pouvez-vous penser quel concept de structure et mécanisme on est en train de discuter? Je répète la question, je vous invite à participer dans le chat. Normalement, quand on parle du corps humain, on parle de système vivant. Si on prend une autre approche et on regarde le corps humain en structure et mécanisme, quel concept de structure et mécanisme on retrouve surtout lorsqu'on fait affaire au système musculo-squelettique? Donc, je vous invite à répondre dans le chat. Moi, je vais monitorer le chat, voir qu'est-ce que vous nous dites là. Oh, je vois déjà qu'il y en a qui ont répondu.
il y en a qui ont parlé, oui, les réflexes, en 5e année, vous avez 100% raison. Donc, les réflexes, par exemple, attraper un ballon, à quelle vitesse? La vitesse entre le moment où mon œil perçoit le ballon qui arrive et le moment où mes muscles vont ramener mes mains ensemble pour attraper le ballon. Vous avez 100% raison. L'énergie musculaire, oui, en première année, on parle des différents types d'énergie et on voit que nos muscles nous permettent de produire du mouvement à l'aide de nos muscles. Puis souvent, on va même amener l'idée que c'est la nourriture qu'on mange qui nous donne de l'énergie qui va permettre de bouger nos muscles. Évidemment, on simplifie ça en première année, mais super belle observation. Si on veut aller spécifiquement en structure et mécanisme, ce qu'on va remarquer, c'est que nos os sont comme des leviers. Et les leviers, c'est un concept qu'on parle beaucoup. Les leviers, c'est tellement un concept important que j'en ai parlé dans à peu près tous les ateliers. Ceux qui ont fait tous les ateliers, vous allez dire, hey, lui, il adore les leviers. On avait des leviers dans le conciergerie. On en avait dans le garage. Bonne nouvelle! On a encore des leviers dans le gymnase. Des leviers, il y en a partout. Il y en a dans notre corps humain. Comme je vous disais, nos os, ce sont des leviers. On a des bras de levier qui nous permettent de bouger, de soulever des objets, de faire déplacer des objets grâce à ces leviers-là. Mais si on avait seulement les os, imaginez-vous juste un squelette. Un squelette ne fait pas grand-chose sans avoir des muscles pour l'activer. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui font de la robotique avec vos élèves, mais si vous en faites, un des liens que vous pouvez faire, les moteurs agissent comme les muscles, tandis que les poutres de Lego qui nous servent à créer les bras du robot sont un peu plus comme les os. Si on avait juste la structure de Lego sans voir les moteurs, bien, les bras ne bougeraient pas, mais ils seraient là. Si on ajoute les moteurs, ça nous permet d'ajouter le mouvement. Si on avait juste les moteurs sans voir les bras, bien, les moteurs tourneraient, mais il n'y a rien qui se produirait. Ça prend les bras pour déplacer, ramasser des objets. Donc, ça, c'est un beau lien que vous pouvez faire aussi avec vos élèves. Donc, le système musculo-squelettique, super important d'en parler à vos élèves. Donc, les concepts qu'on a, les muscles vont nous permettre, puis ça commence surtout en 5e année, d'appliquer des forces. Et les leviers, on en parle aussi dans les machines simples. Donc, si je ne me trompe pas, on commence en 2e année là, à parler des machines simples. Et on parle du levier. Ça revient aussi tout au long de l'élémentaire en structure et mécanisme, le fait de parler des leviers. Donc, nos leviers sont un peu comme nos os et les forces, ce sont nos muscles qui vont nous permettre de faire bouger ces leviers. Comme je vous disais, et ça revient dans à peu près chaque atelier parce que des leviers, il y en a tellement partout. Quand on a un levier, on a ce qu'on appelle un bras de levier et un bras de charge. Et comme vous voyez à l'écran en ce moment, ça, c'est une structure très symbolique d'un levier. Quand on a le levier, on a toujours un point de pivot ou un point d'appui, qu'on appelle en latin, pour ceux qui aiment le latin, les nerds du latin, le fulcrum. On a toujours une charge. Une charge, c'est l'objet qu'on veut bouger, qu'on veut déplacer, qu'on veut soulever. Et on a toujours une force. Si vous remarquez les deux exemples que j'ai ici à l'écran, remarquez la position du point d'appui. Donc, dans l'exemple à gauche, vous voyez que le point d'appui est très, très proche de la force que je vais appliquer. Si je fais ça, ça va être super difficile de soulever l'objet. Tandis que dans le deuxième cas, j'ai un très long bras de levier, donc ça va être très facile. Pourtant, les deux bras sont la même, mais la distance entre l'objet et le point d'appui, et entre le point d'appui et la force, c'est ça qui fait que notre levier va être plus facile à soulever. Ça va être plus facile de soulever des charges ou non. Pensez-y, si on voulait soulever un gros objet, qu'on utilisait une planche comme ça avec un point d'appui, et plus le bras est long, plus c'est facile. Hein? Si, par exemple, j'ai une clé anglaise, plus la clé anglaise est longue, plus c'est facile de tourner. Donc, plus le bras est long, mieux c'est. Donc, pensez-y parce que ça peut être, on peut faire vraiment des liens avec l'activité physique que les élèves vont faire.
Si on prend, par exemple, juste la musculation, ici, par exemple, j'ai une haltère. OK? Donc, au niveau de la musculation, les élèves vont réaliser que où on mettrait la charge sur le bras va beaucoup influencer la force qu'il faut lui donner. Donc, notre bras ici, qui est fait d'un os et qui a des muscles, la longueur va avoir une très, très grande influence sur ce que ça fait. Maintenant, où est le point de pivot? Où est la charge et où est la force appliquée dans un bras? C'est facile lorsque on utilise genre des bâtons de popsicle, mais quand on parle du corps humain, où est-ce que c'est? Mais si vous regardez, dans ce cas-ci, dans le cas du corps humain, la charge, elle va être ici dans ma main. Hein? C'est le poids que je veux soulever. Le point de pivot va être ici et la force, ça va être donné par mon muscle. Donc, vous voyez qu'il y a très peu de distance entre le point d'appui et où se retrouve le muscle. Donc, ici, c'est pour ça que ça prend beaucoup de force pour être capable de soulever une haltère. Puis j'invite, une des activités que vous pouvez faire, là, sans nécessairement utiliser une haltère, mais juste de placer un poids à différents endroits, le changer, donc l'attacher, puis de tester lequel est le plus facile, lequel est le plus difficile avec les élèves pour jaser du concept de bras de levier et de bras de charge. Déjà là, on est en train de faire un sujet qui s'appelle la biomécanique. Puis sans aller dans de la biomécanique, par exemple, de 11e, 12e année, dans les cours d'éducation physique et de sciences, déjà là, avec les tout-petits, le faire réaliser que où on met l'objet sur le long du bras va avoir une influence sur la facilité à le soulever. Dans quel cas, puis c'est ça que je vous disais, la différence entre travailler à l'élémentaire et au secondaire, c'est qu'à l'élémentaire, ça va être qualitatif. Ah, moi, madame ou monsieur, j'ai remarqué que si je mets le poids là versus le poids là, je remarque telle chose. Tandis qu'un élève au secondaire va vraiment mesurer la force appliquée, va mesurer la distance du bras de levier, la distance du bras de charge et va faire des calculs. Donc, c'est la grosse différence entre un élève qui fait de la physique au secondaire et un enfant au cycle primaire qui explore. Madame, je remarque ci, madame, monsieur, je remarque ça. C'est ça la grosse différence. Maintenant, si on continue, et je regarde aussi, il y a des choses dans le chat, n'hésitez pas à participer activement dans la zone de clavardage. Il existe 3 types de leviers. Et ça, je reviens avec ça dans toutes les formations parce que c'est super important. Et dans le gymnase, il y a une tendance super importante. Quand on avait fait les ateliers cet été, on avait réalisé qu'il y avait beaucoup de leviers du premier genre et du deuxième genre. Des pinces. Hein, si on prend des pinces, le point de pivot des pinces est au centre. La charge, comme par exemple le noix ou l'objet que je veux pincer ici, et la force que j'applique est ici, à droite. C'est un levier du premier genre. Un ciseau. Hein, dans les ciseaux, le point est au milieu. La charge, ça serait le papier ou les objets que je vais couper. Et la force, c'est où est-ce qu'il y a les boucles. Donc, le point de pivot est au centre. Ou pas nécessairement centré, mais il se retrouve entre la charge et la force. Le deuxième genre, c'est la brouette. La brouette où j'ai le point de pivot ici à gauche, j'ai la charge au centre, comme la terre qui se retrouve ou le sable qui se retrouve dans la brouette, et j'utilise ma force sur les poignées. Et n'oubliez pas que plus les poignées sont longues, plus ça va être facile d'utiliser la brouette. Dans les sports, gymnase, ce qu'on veut que nos élèves remarquent, et ça, si vous enseignez les machines simples, que ce soit en deuxième année ou que ce soit plus tard, on veut que les élèves remarquent que la plupart des leviers dans un gymnase sont du troisième genre. Je vous donne un exemple. La raquette, ici j'ai une raquette de tennis, est un très bon exemple. Juste pour vous montrer sur le diagramme, puis après ça, je vais arrêter le partage d'écran pour devenir plein écran et vous le montrer. Dans un levier du troisième genre, on a le point de pivot. Ensuite, la force est appliquée entre le point de pivot et la charge. Donc, si je vous montre ici la raquette, j'ai la raquette ici.
Vous voyez que le point de pivot avec la raquette, il est ici. Vous voyez, ça pivote autour d'ici. Donc, le bas de la raquette, c'est le point de pivot. La force que j'applique est appliquée à peu près ici. Fait que le point de pivot est au départ. La force que j'applique est ici. La charge, qui va être la balle de tennis, est ici. Donc, quand je frappe une balle de tennis, comme ça ici, point de pivot, force et charge. Et ça, c'est super important de faire réaliser ça aux élèves. Où est-ce que ça tourne? Où est-ce que toi, tu appliques la force? Et où est-ce que se retrouve la charge? Ça, c'est un levier du troisième genre. Les leviers du troisième genre sont très différents du premier et du deuxième genre. Les leviers du premier et du deuxième genre, moi, je les appelle des leviers pour forcer fort, pour moins forcer. Hein, quand je prends une brouette, le but, là, c'est que le sort, la terre, c'est trop pour moi. Donc, j'utilise une brouette et j'ai moins besoin de forcer. Une noix, c'est difficile à écraser une noix. Mais un levier du premier genre, comme un casse-noisette, me permet d'écraser une noix. Un clou qui est trop enfoncé, puis j'ai de la misère à faire sortir. Utiliser des pinces, ça me permet de le sortir, de tirer puis de le sortir. Je ne serais pas capable de faire ça juste avec mes doigts. Ça me rend plus fort. Un levier du premier et du deuxième genre, c'est comme Hulk. Ça te rend plus fort. Les leviers du troisième genre, c'est le contraire. Est-ce que j'ai besoin de beaucoup de force pour pousser une petite balle de tennis? Une petite balle de tennis, là, on s'entend, c'est pas très lourd. C'est pas une grosse charge. C'est pas une grosse roche. Hein? C'est quand même relativement simple. Donc, je n'ai pas besoin de force extrême pour pousser une balle de tennis. Qu'est-ce que je vise avec une balle de tennis? De la vitesse. Il y en a qui l'ont mentionné tantôt dans le chat. Je veux que ça y aille vite. Je n'ai pas besoin de super force. Je veux que ça y aille vite. Les leviers du troisième genre, ce que les enfants doivent comprendre, c'est qu'ils ne nous donnent pas de la force. Ils nous donnent de la vitesse. Et plus c'est long, plus ça va vite. Imaginez si j'avais une raquette qui avait un très long manche, elle pourrait me permettre d'envoyer la balle encore plus vite. Je vous invite à participer dans le chat parce que là, je vous ai donné l'exemple de la raquette de tennis. Pouvez-vous penser à d'autres exemples de leviers du troisième genre qu'on trouverait dans un gymnase, autre que la raquette de tennis? Pensez-y. Des choses où ça nous permet d'aller plus vite, mais on n'a pas besoin d'une force extrême. J'aimerais ça voir ça dans le chat. Je vois qu'on a déjà une réponse. Un bâton de hockey. Vous avez 100% raison. Une rondelle, on s'entend que ce n'est pas très lourd. Ce n'est pas une grosse charge, une rondelle. Mais, c'est quoi le but d'une rondelle? C'est d'avoir de la vitesse. On veut la lancer d'un bout à l'autre du gymnase ou un bout à l'autre de la glace le plus rapidement possible. On veut déjouer le gardien de but. On veut qu'il aille vite. Ça nous prend un levier. En fait, plus le bâton serait long, mieux c'est. Plus ça va aller vite. Le hockey, puis là, je n'ai pas un hockey avec moi. En fait, j'en ai même pas ici en ce moment. J'en ai dans mon garage, mais j'en ai pas ici. Mais disons qu'on s'imagine que ça, c'est un hockey, là. Encore une fois, la force va être donnée par cette main-là. Le pivot, il va être ici au bout. Et plus bas, je vais avoir la palette qui va frapper la rondelle. Levier du troisième genre. Le roulis, la touche au volleyball. Le roulis roulant, je le vois un peu moins. Le roulis roulant, là, je l'adore parce que ça me permet d'aller chercher les concepts de frottement. Le fait qu'il ralentit. Hein? Il va continuer, mais il va ralentir. C'est qu'on perd de l'énergie sous forme de frottement. Le roulis roulant, ça nous permet d'aller chercher beaucoup les concepts de roue et de perte d'énergie. Je vois par contre la touche au volleyball. Donc, j'ai un ballon de volleyball ici. Vous avez 100% raison. Donc, quand je fais une touche au volleyball, un ballon de volleyball, ce n'est pas si lourd que ça, mais moi, ce que je veux, c'est lui donner beaucoup de vitesse. J'utilise mes bras comme un levier du troisième genre. Tout ce qui s'appelle raquette.
qui s'appelle bâton de hockey. Ce sont des leviers du troisième genre parce que ça permet d'extensionner notre corps. Ça nous permet d'avoir quelque chose de plus long. Maintenant, au volleyball, on est pris seulement avec nos bras, nos mains. On n'a pas accès à de l'équipement supplémentaire. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent, les jeunes qui ont des grands bras ont beaucoup d'avantages au volleyball parce que ça leur permet de donner à la balle beaucoup de vitesse parce qu'ils ont de très, très grands bras. Maintenant, on veut être inclusif, on veut que tout le monde ait des chances. Donc, évidemment, on ne veut pas abaisser les élèves qui auraient des plus petits bras, mais qui réalisent que si on regarde des athlètes professionnels, pourquoi ils ont des si grands bras? C'est parce que ça leur donne naturellement un levier plus long. Maintenant, il y en a d'autres. Un que j'aime bien, qui est très similaire à la raquette de tennis, c'est la raquette de badminton. Et souvent, la raquette de badminton va même être un peu plus longue que la raquette de tennis. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on s'entend que le volant, ou comme on disait dans mon bon vieux temps, le moineau, c'est quand même une masse extrêmement minime ici. Donc ici, là, je n'ai pas besoin d'une force très, très grande. J'ai besoin de lui donner beaucoup de vitesse. Donc, encore une fois, c'est important que les élèves manipulent les équipements pour qu'ils vivent. Il n'y a rien de pire que de faire une leçon sur les machines simples, les leviers, puis les élèves ne le manipulent pas. Puis d'avoir des faux leviers ou des choses que les élèves n'utilisent jamais, ce n'est pas la bonne chose. C'est important, c'est d'aller chercher des choses qu'ils vont utiliser. Donc, le faire réaliser, oh, monsieur, ça pivote autour d'ici. Ça, c'est mon point de pivot ici. Oh, ma main ici, c'est elle qui fournit la force. Le point de pivot est ici, la force est ici, et la charge, elle n'est pas très grosse, mais c'est ici. Un autre levier du troisième genre, le bat de baseball. Encore une fois, dans le bat de baseball, mon point de pivot est ici, la force est donnée par cette main-là et la charge se retrouve ici. Évidemment, les élèves vont remarquer, plus le bâton de baseball serait long, plus il va permettre de donner de vitesse à la balle, mais plus ça va être difficile, évidemment, de viser correctement sur la balle. Les élèves vont peut-être remarquer que la raquette de ping-pong, c'est aussi un levier du troisième genre. On s'entend qu'il est très, très court à comparer aux autres raquettes. On s'entend aussi qu'une balle de ping-pong, c'est quand même, là, je vais avoir des balles partout dans mon sous-sol, des choses partout, mais on s'entend que c'est quand même une très faible charge ici. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un bras très, très long. Mais plus il serait long, en théorie, plus ça nous donnerait de vitesse. Pas de force, mais de vitesse. Et encore une fois, point de pivot ici. La force est appliquée ici et la charge, bien, elle est frappée par la palette. Il y a énormément de leviers du troisième genre dans ce que les élèves vont travailler. Puis on parle évidemment de sport, donc on parle de vitesse. Donc ça, c'était un petit peu ma parenthèse sur les leviers. Je trouve que les leviers, on les retrouve un peu partout. Dans le golf aussi, ça serait un bel endroit. Maintenant, il y en a plusieurs qui ont parlé d'énergie tout à l'heure. Une expérience que j'adore faire avec les élèves, et ça, cette expérience-là, elle se fait autant avec des enfants de maternelle que des enfants du secondaire. C'est l'idée de regarder un ballon qui rebondit. Okay? Les élèves vont remarquer, puis je pense que vous le voyez ici, le ballon rebondit même moins haut que ma table. Je pars ici et il rebondit moins haut. Et en fait, si je laisse rebondir quelques fois, à chaque fois, le ballon rebondit de moins en moins haut. Et ça, c'est dû à la perte d'énergie. Donc, le concept d'énergie, c'est un concept qu'on retrouve partout dans le curriculum. Hein, c'est un des grands concepts qui chapeautent. Hein, la matière, l'énergie, la continuité, le changement, ce sont des concepts qui chapeautent le concept, tous les autres concepts. Donc, l'énergie en est un. Super important que les élèves disent, oui, mais monsieur, comment est-ce que je fais pour dribbler si le ballon ne revient même pas à la même hauteur, tu vois? Comment est-ce que les joueurs de basket font pour dribbler et constamment avoir le ballon qui revient dans leurs mains?
Je vous invite à écrire dans le chat, voir si vous savez pourquoi, quand je le fais tomber, il ne revient même pas à la même hauteur, mais je réussis à dribbler et à ce que le ballon revienne toujours dans ma main. Comment est-ce que c'est possible? Je vous invite à écrire dans le chat quelle serait la pensée qu'un élève aurait face à ça. Puis vous voyez que ça n'a pas toujours besoin d'être des grandes expériences, juste se poser la question. Comment est-ce qu'on fait pour dribbler et s'assurer qu'il revient dans notre main? Comment c'est possible? Je vais regarder dans le chat, voir s'il y a des réponses. Exactement. Julie a mentionné que l'enfant doit appliquer une poussée. Et c'est là que, quand on parle de science aussi, qu'est-ce qui arrive si je fais juste laisser tomber le ballon versus lui donner une poussée? On parle des différentes forces qui agissent. En donnant une force vers le bas, ça me permet de donner plus d'énergie à mon ballon qui va me permettre de le faire rebondir plus haut. Donc oui, il y en a qui ont mentionné la force. Évidemment, on a la force de gravité, mais on a vu que la force de gravité, elle n'est même pas suffisante. Hein? Elle attire le ballon trop vers le bas, donc il n'est pas capable de remonter à la même hauteur. À chaque rebond, le ballon perd de l'énergie. Et où est-ce qu'elle va, cette énergie-là? Et là, c'est là que la technologie entre en jeu, chères enseignantes et enseignants. Ma suggestion en salle de classe, lorsqu'on fait cette expérience-là, c'est là que le fait d'avoir nos merveilleux téléphones cellulaires, que ce soit les élèves au secondaire qui ont vraiment un cellulaire eux-mêmes, ou que ce soit des élèves à l'élémentaire où l'enseignante, l'enseignant utilise son cellulaire, il y a la chance de nos jours, et je vais juste vous partager mon cellulaire sur l'écran, ça ne sera pas long. Vous devriez le voir ici. Ça ne sera pas long. Donnez-moi un instant. Je partage ici. Je pense que vous voyez. Oups, non. Je vais repartager. Ça ne sera pas long, on semble avoir un petit problème technique. Mais je vais juste vous montrer, dans les téléphones cellulaires, il y a la fonction de vidéo au ralenti. Et avec les jeunes, il faut le faire réaliser que le corps humain. Je sais ce qui est arrivé. J'ai appuyé sur le mode avion par erreur tout à l'heure. Donc, je reprends. Je n'irai pas en mode avion cette fois-ci, vous allez pouvoir voir. Dans les téléphones cellulaires, de nos jours, il y a pratiquement toujours la fonction qui s'appelle vidéo au ralenti. Et ça, qu'est-ce que ça permet de faire, la vidéo au ralenti? Comme vous voyez ici, vous devriez voir mon téléphone, donc j'ai dans la vidéo ici. Il y a la vidéo au ralenti. Ça permet de prendre une vidéo comme ça, et là, vous voyez vraiment que je suis dans un sous-sol et non dans un gymnase. Ça permet de prendre une vidéo du ballon et de voir vraiment ce qui se passe. Donc, je vais le tester ici, dans la vidéo. Et après ça, ça permet de regarder cette vidéo-là et de revoir exactement ce qui se passe. Puis là, je ne l'ai pas placé au bon endroit. Là, c'était difficile de tenir la caméra. Moi, ce que je vous suggère, c'est qu'un élève ou un enseignant tient la caméra et il y en a un autre qui lance le ballon. Mais si je m'étais placé sous le ballon ou très, très proche du sol, les élèves pourraient voir que le ballon s'écrase au moment de toucher le sol et reprend sa forme. Donc, on a écrasement et reprise de la forme, et c'est là qu'on a évidemment l'énergie qui est absorbée par le ballon. Une partie est perdue et une partie est regagnée lorsque la forme est reprise. Donc, ça, c'est l'élasticité du ballon. Je n'ai pas vraiment bien réussi à vous le démontrer, là, parce que c'était difficile d'être caméraman et de tenir le ballon en même temps, mais les élèves pourraient voir cet écrasement du ballon-là. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que maintenant, on a le codage dans le curriculum de l'Ontario. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que les élèves peuvent même travailler à créer du code pour simuler l'écrasement d'un ballon. Je vais rapidement vous le montrer. Je ne ferai pas le code au complet parce que ce n'est pas l'objectif, hein, mais vous allez voir que c'est possible d'utiliser le code pour simuler ça. Et présentement,
le codage se retrouve en mathématiques en Ontario, mais qui sait si un jour ça va se retrouver ailleurs. Je vous présente ici mon codage qui peut être fait dans Scratch, qui peut être fait dans MBlock. Là, je vous le présente dans MBlock, mais ça peut être fait dans Scratch aussi. Donc, ici, vous avez le codage et en fait, si vous regardez le code que j'ai créé, là, c'est un code pour simuler un I. Vous voyez, il y a comme le point du I là, qui tombe sur le I puis qui s'écrase. Donc, c'est un peu exagéré ce qui se passerait avec un ballon, mais juste pour vous montrer, là, sans vous donner tout le code, pour simuler ça, si ça vous intéresse, puis je réalise qu'on vient chercher plus les élèves de 4e à 9e année avec ça, mais j'ai créé 3 costumes de mon sprite. Un qui est normal, un qui est écrasé et un qui est allongé. Donc, ça m'a permis de simuler le mouvement. Puis, si vous travaillez avec les jeunes de 4, 5, 6, on peut simuler des mouvements très, très simples en utilisant les onglets mouvements qu'on retrouve ici. Donc, on peut prendre les concepts scientifiques et les représenter avec le codage, avec les choses de mouvement ici. Mais avec les élèves plus vieux, on pourrait vraiment pousser la chose plus loin. Représenter, je pense, des élèves de 9e, 10e, 11e, 12e, là, vraiment représenter l'accélération et la décélération de façon scientifiquement valide. Fait que, dépendant de l'âge des élèves, puis avec les enfants plus jeunes, parce que je réalise qu'il y a des profs de première, deuxième, troisième année ici, je représenterai la même chose, des mouvements, mais avec Scratch Junior. Donc, juste pour vous montrer, là, parce que je veux vraiment aller chercher les profs de tous les niveaux, j'ai ici Scratch Junior. Et je pourrais représenter ça avec du code de la même façon. Donc, disons que je me crée ici une scène dans Scratch Junior. Je vais venir placer ici, disons, un petit champ. Je vais venir, disons, me placer un personnage comme ici le papa. Comme ça ici. Je vais enlever ce personnage fictif-là ici. Et si vous n'avez jamais fait de codage, ce que je vous présente, c'est Scratch. Demandez à vos conseillers pédagogiques en technologie ou en maths dans votre conseil, ils vont pouvoir vous aider avec ça. Mais là, je veux juste vous montrer comment est-ce que je représenterai le mouvement avec ça. Vous voyez que je vais utiliser les blocs de mouvement bleus qui sont très similaires à ce que j'avais tantôt, mais c'est un langage de programmation ici sans texte. Donc, c'est fait pour les plus jeunes, maternelle, première, deuxième, là, c'est parfait. Donc, vous voyez que ça va faire avancer mon papa de 5 pas. Et là, je vais ajouter un ballon. Disons un ballon, comme ils disent en Europe, de foot, comme on dit ici, un ballon de soccer, comme ça ici. Et là, ce que je veux, c'est qu'au moment où le papa touche le ballon, je veux que le ballon parte comme pour simuler un botté. Donc, ce que je vais faire, c'est que si je vais ajouter du code à mon ballon, là, j'ai ajouté du code au papa, je le fais avancer de 5 pas, je vais ajouter du code au ballon, je vais dire lorsque quelque chose touche le ballon, c'est à ça qui sert ce bloc de code-là. Hein? Ça s'appelle démarrer lorsque je suis touché et je vais faire avancer le ballon, disons, de 5 pas. Donc là, si je le laissais, boum! Vous voyez que c'est comme si le papa a poussé le ballon. Donc, on peut simuler ce qu'on fait dans le gymnase en utilisant le code. Et si on veut être encore plus réaliste, là, on sait que, disons que le papa avance à une vitesse. Je vais venir chercher la vitesse ici. Disons que je viens chercher une vitesse moyenne. Je vais mettre le ballon à une grande vitesse. Donc, si vous regardez, le papa va à une certaine vitesse, mais le ballon part plus vite. Et ça, c'est un concept que les élèves doivent réaliser. Lorsqu'il y a un transfert d'énergie ici entre le papa et le ballon, la masse du ballon est beaucoup plus faible. Donc, le ballon va avoir une vitesse plus grande qu'avait le papa. Et ça, si vous enseignez au secondaire, c'est le concept de la quantité de mouvement. M1V1 est égal à M2V2. Mais si vous enseignez à l'élémentaire, juste par observation, les élèves devraient remarquer que si je cours et que je botte un ballon, le ballon va aller plus vite que ce que moi j'allais. Et ça, c'est en raison de la masse. Les objets qui ont une plus petite masse, c'est plus facile d'aller à une grande vitesse que les objets qui ont une grande masse. Et ça, on peut observer ça partout dans le gymnase. Tu sais, je pourrais avoir l'élève qui va botter
une petite balle de tennis versus un élève qui va botter disons, un ballon de basket, le ballon de basket a une plus grande masse que la balle de tennis ou même que la balle de ping-pong. L'élève devrait remarquer que la balle de ping-pong va partir avec une très grande vitesse. Donc, déjà à cet âge-là, on n'appelle pas ça la quantité de mouvement. On ne voit pas la formule M1V1 est égal à M2V2, mais on lui fait remarquer ces concepts-là. Quand il y en a qui parlaient tout à l'heure que les enfants de maternelle, première, deuxième année, ils apprennent par observation, exploration, c'est ce qu'on veut qu'ils fassent. Donc, j'espère que ça vous donne une idée sur la façon dont on pourrait discuter du concept de mouvement avec les élèves. Si je reviens à notre présentation, je pense que je ne vous ai pas montré la bonne chose. Si je reviens à la présentation PowerPoint, ce ne sera pas bien là. Et en passant, la présentation PowerPoint, à la fin, je vous enverrai le lien s'il y en a qui veulent y avoir accès. Donc, ça, c'est l'expérience du rebond du ballon. Chaque fois que vous faites des expériences, dépendant de l'âge des enfants, on doit amener l'idée d'une variable. OK? Une chose que je vais changer. Avec des enfants plus jeunes, si je fais le rebond, je pourrais prendre des ballons et, disons, en avoir des ballons qui sont plus gonflés, des ballons qui sont moins gonflés. Donc, quelle est la variable que je vais changer? C'est à quel point le ballon est bien gonflé. Et là, on ferait plusieurs essais. Et on a ce qu'on appelle des variables contrôlées. Puis en première, deuxième, troisième, je n'utilise pas vraiment le terme variable. J'utilise plutôt qu'est-ce que je change, puis qu'est-ce que je ne change pas. Qu'est-ce que je change? À quel point le ballon est gonflé. Qu'est-ce que je ne change pas? La hauteur à laquelle je lance les ballons. Les ballons vont toujours partir de la même hauteur. La façon dont je le lance. Est-ce que je vais le lancer juste en le lâchant comme ça ou est-ce que je vais lui donner une poussée? Il faut que ça soit pareil dans tous les essais. Donc, l'idée de qu'est-ce que je ne change pas et quelle est la seule chose que je vais changer. Et aussi, il faut que je regarde qu'est-ce que je vais observer. Moi, je vais observer la hauteur du rebond. Et avec les enfants tout petits, on peut utiliser des unités de mesure non conventionnelles. Je pourrais, par exemple, avoir des blocs à côté où je peux avoir quelque chose qui dit il est remonté jusqu'à la hauteur de 3 briques. Il est remonté jusqu'à la hauteur de 5 briques. Avec des enfants plus vieux, on pourrait utiliser, par exemple, un mètre et mesurer en centimètres la hauteur du rebond. Donc, dépendant de l'âge des enfants, on va avoir des variables qu'on veut changer, des variables qu'on veut contrôler et une variable qu'on va mesurer. Pour les plus vieux, on les appelle variables dépendantes, indépendantes et contrôlées. Donc, la variable indépendante, c'est celle que moi, je décide de changer. À quel point le ballon est gonflé, je décide ça. La variable dépendante, c'est la hauteur du rebond. Et toutes mes variables contrôlées, c'est les autres. La température, la hauteur à laquelle je lance les ballons, le type de ballon. Ça doit tout être la même chose. Je contrôle ces variables. Il y a certaines variables incontrôlables. Ça veut dire des sources d'erreur. Ça, j'amène ça avec les élèves un peu plus vieux. Y a-t-il des choses que je n'ai pas vraiment le contrôle? Par exemple, s'il y a un courant d'air pendant l'expérience, je ne m'en suis pas rendu compte, ça serait une variable incontrôlable. Prochaine expérience. Encore une fois, on peut la faire avec les tout petits de façon très simple et on peut la faire avec des plus vieux avec des mesures très complexes. Donc, c'est l'idée de faire le mouvement des projectiles. Donc, de lancer un ballon et de voir à quelle distance le ballon va tomber. Et ça, avec les enfants plus vieux, on peut calculer l'angle. Et sans vous vouloir vous voler tout le punch, c'est à un angle de 45 degrés que le ballon va aller plus loin. Encore une fois, on veut contrôler les variables. La façon dont je vais le lancer, le type de ballon, la température de l'air. Est-ce que ça fait une différence si je le fais en plein hiver, si je le fais en plein été? Donc, on va vouloir contrôler ces variables-là. Pour les enseignants qui enseignent au secondaire, je prends le temps de faire une petite parenthèse pour vous montrer une appli que j'adore. Elle n'est pas 100% gratuite, mais c'est une appli. Si vous enseignez là, les sciences au secondaire, ça n'en vaut son coût. Donc, je vais démarrer ma tablette ici. C'est une appli qui fonctionne sur les tablettes ou les téléphones cellulaires. Et ça ne sera pas bien long, je vais vous montrer ça. J'ai ici.
Ça va pas bien long. Avec la technologie, des fois, on veut s'assurer que tout fonctionne. Si à mesure que je présente des idées aussi, il y en a qui vous viennent en tête, ah, j'aimerais ça essayer ça, n'hésitez pas à sortir vos idées aussi. Donc, je vous présente mon iPad. Ça ne sera pas bien long. Et voilà. Donc, vous avez ici mon iPad qui devrait être apparu sur l'écran. Et l'appli que je vous suggère, elle s'appelle VideoPhysics. VideoPhysics ici. À quoi sert cette appli-là? Bien, là, je vais aller chercher, ici, pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas aller chercher des vraies vidéos d'élèves. Donc, ce n'est pas permis. Fait que je suis allé chercher la vidéo qui vient gratuitement avec l'appli. L'appli est à peu près, là, si je ne me trompe pas, une quinzaine de dollars, mais elle en vaut vraiment le coup. J'ai travaillé dans plusieurs écoles en utilisant cette appli-là. Ça permet de prendre une vraie vidéo et de faire un tracking de l'objet. Vous voyez qu'ici, on lance le ballon et ça nous permet de tracer les points du ballon à différents temps. Donc, on peut jouer avec le vidéo à différents moments, l'arrêter et tracer un point. Qu'est-ce que ça nous permet de faire? C'est que ça nous permet après de faire une représentation graphique qui est vraiment basée sur la réalité. Donc, si vous êtes enseignant secondaire, je pense que vous voyez le potentiel de ça. Si vous êtes enseignant au primaire, ça veut dire qu'on ne va pas utiliser vidéophysique. Je ne vous recommande pas vidéophysique dans ce cas-là, parce que de faire des graphiques comme ça, puis d'analyser des graphiques comme ça, c'est plus du domaine du secondaire. Mais d'utiliser l'appareil photo d'un téléphone ou d'une tablette, c'est une source incroyable d'informations. Malheureusement, tout se passe trop vite. On n'a pas le temps de voir les choses. Donc, même une parabole comme ça, de prendre une vidéo puis de la tracer avec notre doigt après ça sur notre iPad ou sur notre téléphone, sans nécessairement comprendre la physique derrière ça, pour un enfant du primaire d'être capable de décrire la trajectoire, c'est difficile de décrire la trajectoire sans prendre une vidéo. C'est difficile de, par exemple, comprendre le mouvement d'un cerceau comme ça autour du corps humain sans en prendre une vidéo. Puis dans la plupart des cas, on peut prendre une vidéo sans nécessairement avoir le visage des enfants. Hein, comme ici, c'est le ballon qui m'intéresse et non les enfants. Donc aussi, pour respecter les règles de confidentialité dans les écoles, les conseils scolaires, je vous suggère d'éviter de prendre la vidéo de l'enfant, mais plutôt se concentrer sur le concept de science. Évidemment, dans certains cas, comme le cerceau, il est autour de la taille, bien, on peut éviter de prendre le visage de l'enfant, mais ça risque d'être nécessaire de prendre au moins le ventre. Encore une fois, vérifiez avec votre école si vous avez la permission de prendre des vidéos. On ne prend pas des vidéos des enfants sans permission. Mais si c'était juste les ballons, les rondelles, les boules de ping-pong, les boules de tennis, de prendre des vidéos pour expliquer, décrire le mouvement. Tu sais, même les enfants plus jeunes, d'être capables de décrire ce que le ballon a fait sans comprendre toute la physique, c'est super important. Ça va trop vite sans une vidéo. Puis vous, en tant qu'enseignant, là, comme si j'enseignais en première, en deuxième, je prendrais la vidéo pour la mettrais sur le smartboard après. Les enfants auraient eu le plaisir d'aller faire la vidéo, de lancer des ballons, de dire hey, ça c'était le mien, moi je l'ai lancé comme ça, et d'expliquer et de décrire le mouvement de leurs objets. Ceci dit, je vais continuer ici. Il nous reste à peu près une quinzaine de minutes, puis je pense que Louis veut aussi faire le mot de la fin. Je vous rappelle aussi que ces ateliers-là viennent avec du support, de l'appui entre les rencontres. Donc, à la fin, je vais vous mettre mon adresse de courriel. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Si vous essayez une activité, vous voulez avoir de l'aide, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse. Donc, encore une fois, si vous faites le mouvement des projectiles ici, on a les différentes variables. Hein? Donc, si je choisis de changer l'angle à laquelle je lance le ballon, bien, toutes les autres choses vont être restées pareilles. Si je reprends le rebond ici qu'on avait tantôt, une des variables les plus cool, même avec les très jeunes enfants, c'est la température du ballon. Puis il n'y a rien de plus facile que de mettre un ballon dans le congélateur, puis de mettre un ballon dans le réfrigérateur, puis de garder un ballon au soleil toute la journée pour avoir différentes températures du ballon. Ici, même chose avec le soccer ou le football. Hein, on peut lancer un ballon puis voir la distance qu'il va parcourir. Si vous travaillez avec les plus vieux, hein, puis je parle là, certainement à partir de la 5e, 6e, 7e, 8e année là, et le secondaire,
Ce qui est important, c'est vraiment de faire des tests justes et équitables. Puis les enfants vont réaliser que si je botte un ballon, c'est impossible de toujours le botter pareil. Donc, l'avantage des sciences, c'est qu'on veut contrôler les variables. Donc, amener les élèves à réaliser un mécanisme. Et ça, j'ai vu une jeune fille à l'Expo Sciences Québec autochtone. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer la photo de son projet, là, mais c'était vraiment super. Une jeune fille à l'Expo Sciences Québec autochtone qui a créé un pied avec du bois pour que le botté soit toujours pareil. La seule chose qu'elle changeait, par exemple, c'était l'angle. Donc, elle avait fait son mécanisme, elle avait construit son mécanisme pour faire des bottées qui étaient toujours pareilles, puis elle fait mesurer la distance parcourue pour voir dans quel cas le botté serait le meilleur. Ensuite, elle a essayé avec différents types d'espadrilles. Donc, elle a fixé son angle, puis elle a essayé différents types d'espadrilles. Donc, vous voyez qu'il y a bien des choses qui peuvent être faites. Puis, n'ayez pas peur, surtout avec les enfants à partir du cycle moyen intermédiaire, de jaser. Hey, comment est-ce qu'on pourrait s'assurer qu'on le fait toujours de la même manière? Avez-vous des idées? Ce n'est pas à vous de dire comment le faire, mais avez-vous une idée comment est-ce qu'on pourrait contrôler pour que le botté soit toujours pareil? Donc, encore une fois, je ramène l'idée des variables. Une autre expérience qui peut être faite, c'est avec les fameux bâtons de baseball. Les élèves qui regardent vont peut-être voir que des bâtons de baseball, il y en a en bois, il y en a en métal, il y en a en plastique, il y en a en acier, il y en a en aluminium. Quelle différence ça fait? Donc, ça pourrait être une enquête que les élèves vont faire. Leurs variables indépendantes, ils pourraient tester différents matériaux du bâton de baseball et voir l'effet que ça a sur la distance parcourue par la balle de baseball. Encore une fois, il faut contrôler les variables. Comment est-ce qu'on va faire pour s'assurer que ça va toujours être de la même manière? Tu sais, si je le fais moi-même, il ne sera peut-être pas toujours fait de la même manière. Donc, ça, je vous le mentionne, n'ayez pas peur d'utiliser la technologie, l'appareil photo, les ralentis pour obtenir des données et avoir des discussions avec vos élèves. En passant aussi, vu qu'on a plusieurs enseignants du cycle primaire, là, une autre chose à faire. Si vous regardez bien dans les contenus d'apprentissage en matière et matériaux, on a toute l'idée de voir quel matériel on choisit pour quel usage. Avoir des discussions avec vos élèves. N'ayez pas peur d'aller dans le gymnase et discuter. Hein? Pourquoi le bâton il est en bois? Pourquoi ici le ballon est en caoutchouc? Est-ce qu'il pourrait être en cuir? Est-ce qu'il pourrait être en laine? Est-ce qu'il pourrait être en bois? Est-ce qu'il pourrait être en aluminium? Quelle différence ça fait? Pourquoi est-ce qu'on a choisi ces matériaux-là pour le ballon de football? Si je prends je compare. On a toute l'idée aussi de comparer et distinguer. Et ça, je vous invite à regarder l'affiche de la salle ici, là. La fameuse affiche de Éducation / Smarter Science, c'est une affiche qui vous présente les différentes habiletés. Et si vous allez sur le site d'éducation.ca ou smarterscience.ca, vous allez la retrouver, cette affiche-là. Et une des habiletés que vous voyez ici, c'est comparer et distinguer. Donc, déjà là, même avec les tout-petits, aller dans le gymnase puis de comparer les choses. Comparer la palette de ping-pong avec la raquette de badminton, avec la raquette de tennis. Quelles sont les différences? Qu'est-ce qui est pareil? Qu'est-ce qui est différent? Pourquoi on utilise ces matériaux-là? Je pense que c'est des belles discussions à avoir avec vos élèves aussi lorsqu'on visite le gymnase. OK. Il y en a qui ont parlé tantôt de mesurer le temps de réaction. Si vous faites un peu de recherche sur Internet, il y a un moyen de le faire avec une règle. Super belle expérience à faire, surtout si vous enseignez en 5e année. Et le temps de réaction est tellement quelque chose qui fait partie de tous les sports que c'est super intéressant face à cette expérience-là. Donc, en gros, on utilise une règle. Il y a un humain qui tient la règle en haut, un humain qui a ses doigts en bas. Et le premier humain lâche la règle et l'autre doit l'attraper. Et la distance qu'on obtient sur la règle nous indique le temps de réaction. Il y a une façon de faire le calcul. Sachez que les élèves peuvent s'intéresser à hey, est-ce que mon temps de réaction est mieux le matin, le midi, le soir, après avoir mangé, en revenant de la récréation, après avoir fait 75 minutes d'éducation physique, est-ce que mon temps de réaction change? Le pouls, aussi, encore une fois, évidemment, on ne veut pas pousser les enfants trop fort, mais de leur faire mesurer le pouls après
genre 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes d'activité physique. Après avoir arrêté l'activité physique, comment ça prend du temps? Si vous enseignez au secondaire, il y a plusieurs jeunes qui ont des montres Fitbit ou des Apple Watch. Sinon, ben, il y a des façons très, très rudimentaires de calculer le pouls juste en utilisant nos doigts. Très, très bien aussi. Donc, ça, c'est super intéressant de leur faire réaliser ça, même avec les plus jeunes, leur faire réaliser sans nécessairement leur faire mesurer en battements par minute, leur faire réaliser que leur pouls va changer. Une autre activité qui peut être faite aussi, puis ça, je le vois plus avec les élèves de 5e, 6e, 7e, 8e année, c'est que le microbit, qui est un des petits circuits qu'on retrouve dans la plupart des conseils scolaires. Si vous n'en avez pas à votre école, appelez votre conseil scolaire. Il y en a qui traînent à quelque part parce qu'il y a eu tellement de dons de différents organismes à l'époque des microbits. Il y a un accéléromètre. Donc, les enfants plus vieux peuvent créer leur propre podomètre et calculer le nombre de pas qu'ils font dans une journée. Le codage est très, très simple. C'est une belle activité de codage. Évidemment, dans un atelier de 90 minutes, on n'a pas le temps de faire tout le codage ensemble, mais je vous lance des pistes, là, hein? Être capable de compter notre nombre de pas avec ça. Les activités sont en ligne, sont très, très simples, sont sur le site de Microbit. Les Microbits là, sont disponibles dans tous les conseils scolaires. Il y a aussi, si jamais il y en a qui ont les trousses de Lego, les trousses de robotique de Lego, il y a une section spéciale, puis là, je vous parle plus là, pour les enseignants de 5e année jusqu'à la 12e année. Il y a une section qui s'appelle les trackers d'entraînement. Et je vais juste vous charger l'application, ça ne sera pas bien long, je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus. Là. Je veux juste vous mettre la puce à l'oreille. Vérifiez si vous avez des trousses de Lego. Il y a plusieurs conseils scolaires que ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des trousses de Lego comme ça qui sont disponibles pour le prêt dans la référence du conseil. Il y a certaines écoles qui les ont achetées parce qu'ils font de la robotique. Peut-être que vous pouvez les emprunter d'une autre école aussi qui ne les utilise pas en ce moment. Mais juste pour vous montrer, ça, c'est la trousse Lego Spike Prime. Et je vous montre ça à l'instant. Donc, je suis dans le logiciel ici. Et vous allez voir qu'il y a une section complète sur ici, dans les plans de cours, qui s'appelle les trackers d'entraînement. Et vous allez voir qu'il y a des activités comme par exemple sur les étirements. Vous voyez ici qu'il y a un genre de kettlebell qui est fait en Lego et ça mesure l'énergie potentielle, l'énergie cinétique en utilisant l'accéléromètre de la machine. Il y a même une activité de curling ici qui s'appelle Viser juste. Si je prends juste l'activité de marche à pied, puis ça va peut-être intéresser peut-être un peu plus les profs de l'intermédiaire et du secondaire. Exercise. Time to push. Oof, that's heavy. That was hard. He needs to catch his breath. He'll take a little walk to cool down. He wonders how fast he's walking. Donc, vous voyez que ça porte sur marcher. Et là, on a l'activité construisez un podomètre. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est qu'à mesure que l'élève le fait, il va recueillir des graphiques de son now that you've built your pedometer, it's time to try it out. Donc là, ils vont l'essayer et je veux juste vous montrer là. Did you know that everybody walks differently compared to your... Ici, c'est le genre de graphique. Donc, quand on arrive là, c'est au cycle, fin du cycle moyen, début du cycle intermédiaire et même le secondaire, d'être capable d'analyser qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui représente un pas. Super belle activité, donc fortement recommandée. Je vais juste prendre encore une minute pour vous présenter une couple d'idées en rafale, puis après ça, je pense que Louis veut vous adresser la parole. On va avoir aussi le formulaire de rétroaction. On a toujours trop d'idées pour le temps qu'on a, mais c'est correct. C'est pour ça qu'on a le support entre les ateliers aussi. On parlait ici d'énergie, matière et énergie, de regarder les matériaux. Si vous avez des élèves, surtout les plus vieux, là, qui s'intéressent aux matériaux, de quoi sont faites les espadrilles, les nouveaux matériaux. On parlait des Jeux olympiques. Donc, qu'est-ce qu'on utilise pour faire les snowboards, les skis? Qu'est-ce qu'on utilise dans les espadrilles, les ballons? Qu'est-ce qu'on veut dire par des bâtons de hockey qui sont acceptés, des bâtons de hockey qui ne sont pas acceptés dans la Ligue nationale? Pourquoi? La longueur de la palette, la courbature de la palette. Donc, d'étudier ça avec les élèves. Une autre activité, ça pourrait être, par exemple, est-ce que le fait d'acheter des volants qui sont plus dispendieux ou moins dispendieux va avoir un effet sur la distance qu'ils vont parcourir? Ça pourrait être une expérience que les élèves vont faire. Et aussi, bien,
quand on parle de résolution de problèmes technologiques, faire du design, de la conception, vos élèves pourraient peut-être s'intéresser à aider un athlète ou une athlète en créant quelque chose. Surtout des athlètes qui auraient peut-être un handicap. Hein, donc, comment est-ce qu'on pourrait adapter les sports pour eux? Je vous mets ici à l'écran le lien. On va le mettre dans le chat aussi vers notre formulaire de rétroaction. Encore une fois, je vous indique que si jamais vous avez des questions, puis là, on va le mettre dans le chat, je vais passer à la prochaine diapositive. Vous avez ici mes informations, info@dominiquetremblay.com, ou vous pouvez me retrouver sur Instagram et Twitter @d_Tremblay. Notre projet inclut de l'aide entre les rencontres. Prochaine rencontre sur le jardin. Mais si vous êtes en train de travailler des activités sur le garage, sur le bord de l'eau, sur la conciergerie ou les ateliers, les activités d'aujourd'hui dans le gymnase, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide. Et Louis, je sais que tu veux peut-être faire le mot de la fin, donc je te laisse faire ça à l'instant. Et moi, je vais mettre le lien dans le chat. Dominique, je l'ai mis. Ah, super. Donc, fait drôle, je m'entends. Ben, merci, Dominique, pour cet atelier ce soir. C'était absolument incroyable, encore une fois. J'ai l'impression que, j'ai l'impression, je voudrais aller faire de la science, moi, dans le gymnase, n'importe quand. Avec tes activités, avec tes suggestions, on a vu tes compétences scientifiques. Hein? Dominique n'a pas besoin d'un sarrau, il l'a dit dans sa présentation, pour démontrer c'est quoi la science et c'est quoi être prof de science, finalement, dans son école quand tu es au gymnase. Merci de compléter le formulaire de rétro, tout le monde. Et puis, merci tout le monde d'avoir été présent ce soir. Merci pour votre participation dans la boîte de clavardage. Vous avez été vivants et nombreux à émettre vos commentaires. Alors, un gros merci. Demain. Je vous montre ici la plus grande tricherie aussi. Je ne suis pas dans un vrai gymnase. Alors, demain, pour les gens que ça intéresse, on sera en continu avec Maternelle Jardin. Donc, si ça vous intéresse, les détails sont sur le site du Centre Franco. Bon, en terminant, certaines personnes ont demandé l'enregistrement de ce soir. Oui, eh bien, l'enregistrement de ce soir se retrouvera sur le site du Centre Franco au même endroit où vous vous êtes inscrit. Eh bien, dans quelques jours, probablement la semaine prochaine, il va y avoir un petit bouton et ça va dire visionner la formation de ce soir. Bon. Alors, encore une fois, merci. Merci Dominique. Merci tout le monde. Et puis, si vous voulez d'autres détails pour les instituts, parce que c'est commencé depuis cette semaine, je vous invite à consulter le site Internet du Centre Franco. Voilà, bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tous. Merci.